mankind feeling. Entre ici, Jean Moulin. C'est un Gloopy. Vive le Québec. Bonjour, ici Flavien de Guillaume sur la PNIX, votre émission sur l'actualité et les relations internationales du journal international sur le 3e lieu, votre radio étudiante. Cette semaine, l'équipe Inde et Asie du Sud vous a concocté une émission spéciale sur les conditions des femmes en Asie du Sud. Et avec nous cette semaine, l'incroyable, l'extraordinaire, la mèche rebelle de l'équipe, j'ai envie de dire, Monsieur Hugo Joly. Bonjour Hugo. Bonjour à tous. Avec lui, la seule femme qui peut vous tuer en un regard, Noémie Braillard, bonjour. Bonjour. Voilà, le duo qui va suivre n'est pas anodin. Muni d'un sens aiguisé de l'actualité, il se faufile à travers tous les milieux. L'Augustin Fanchon fouille chaque archive, chaque fromage, chaque tout. Mais il n'est pas tout seul, il est avec le seul homme viril de l'équipe, le magistral, la trop grande peut-être, Joséphine Merle. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Voilà, et enfin, je n'osais pas le présenter, élu par un suffrage organisé par lui-même, je crois, meilleur chroniqueur de toute l'Eurasie, monsieur Mathieu Olagneux. Bonjour Mathieu. Bonjour, toujours aussi heureux d'être avec vous. Alors, conditions des femmes en Asie du Sud, sujet complexe. Nous ne pouvions pas vous en parler sans une spécialiste. C'est pour cela que j'ai l'honneur, chers auditeurs, de vous présenter Madame Virginie Chal, docteure en géographie et spécialiste de la condition des femmes en Inde. Elle signe en 2008 un article dans le journal L'Information géographique à ce sujet que je vous conseille tous de lire. Bonjour Madame. Bonjour à tous. Voilà, alors, comme chaque semaine, on va se départager le travail, essayer de comprendre tous ensemble, et je crois que Hugo et Noémie commencent avec une chronique, c'est ça ? Voilà, donc on va parler de la société traditionnelle et des femmes. Très bien, merci Noémie et Hugo. Je crois qu'on poursuit avec un sujet tout aussi passionnant, puisque c'est le monde du travail, c'est ça Mathieu ? C'est exactement ça, ma chronique va porter sur les femmes, le travail et l'économie en Inde, globalement. Et puis on va continuer, puisque nous adorons continuer, avec le duo de blonds de l'équipe, car il faut le savoir, ils sont tous les deux blonds, Joséphine et Augustin. Et oui, aujourd'hui avec Joséphine, on va vous parler de la femme et de la vie politique en Inde. Voilà, nous ne laisserons évidemment pas Madame Chal partir sans échapper à l'interview du jour. Mais tout de suite, on va commencer avec la condition des femmes dans la société traditionnelle en Asie du Sud avec Noémie et Hugo. Donc on va vous présenter comment les femmes sont représentées dans la société traditionnelle. Et donc notre premier point d'appui pour parler des femmes et de la société traditionnelle en Asie du Sud est l'Inde, puisque c'est la plus grande des plus grandes civilisations et donc influence. Afin de comprendre pourquoi et comment la tradition et la religion se sont installées, il nous faut nécessairement faire une rétrospective. Donc les premiers à conquérir l'Inde, ce sont les Aryens en moins 1500. Ils établirent directement un système de caste afin de préserver une race supérieure où les populations autochtones y étaient soumises. Mais les Aryens apportèrent par la même occasion des cultes, à savoir le bouddhisme et l'hindouisme. Dès lors, le système de caste fut ancré dans la société, avec une hiérarchie déterminée. Ils ont imposé des sanctions lorsque les traditions n'étaient pas respectées. Et donc cet empire s'effondra par l'invasion musulmane à partir du XIIe siècle. Cette conquête se traduisit par une domination exclusivement politique, puisque les populations locales conservaient leur religion, tradition, leur langage, et par son morcellement territorial, l'Inde paraissait faible, ce qui n'a pas échappé aux Mongols qui l'a conquis au XVIe siècle et favorisait une réconciliation entre musulmans et hindous, ainsi que le syncrétisme, qui est la fusion des religions. Et sous l'influence occidentale, on a eu une restauration de l'hindouisme et donc sa domination. Donc cette aparté historique longue est fondamentale pour comprendre quel est le poids des traditions et de la religion dans un pays tel que l'Inde. Certes, des révolutions et de la modernité y ont été apportées, mais l'autorité et l'influence qu'elles exercent sont toujours aussi fortes. Il ne s'agit pas donc de changer, mais de réformer cette société qui paraît camper sur ses traditions, et ce sont plus particulièrement les femmes qui le désirent. Ce poids qu'elles ressentent est porté par la religion, la tradition, mais aussi une maigre reconnaissance juridique, leur rendant un quotidien dur à vivre.
on peut se demander comment changer 3000 ans de tradition et de considération, mais surtout comment faire évoluer les choses quand une société patriarcale et majoritairement habitée par des hommes bloque toute avancée. Attention tout de même, les femmes asiatiques sont confrontées à un problème qui n'est pas de même ampleur dans toutes les régions, que ce soit à l'échelle régionale, voire villageoise. Chaque femme est confrontée à différents degrés de violence et de soumission. En effet, au vu de toutes ces conquêtes et influences, parler d'une culture ou d'une tradition serait trompeur et maladroit de notre part. Une multitude d'ethnies dont le mode de vie sont différents vivent sur le territoire indien, et donc on peut se demander, peut-on réellement parler d'une condition de la femme au sein d'une mosaïque culturo-religieuse telle que l'Asie du Sud? Donc notre première réponse qu'on peut apporter, c'est une réponse religieuse, puisqu'il y a une différence entre les croyances qu'ont les Occidentaux sur l'influence qu'a la religion et la réalité. En effet, donc c'est l'une des pressions principales que subissent les femmes dans la société, et l'Asie du Sud comporte une multitude ethnique qui est dominée par 3 religions, à savoir l'hindouisme, le bouddhisme et l'islam. Il faut donc s'intéresser aux fondements de ces 3 religions pour analyser quelle place véridique elles laissent à la femme et quelles tâches elles leur incombent. L'hindouisme, la première religion, donc la principale en Inde, réserve à la femme un statut inférieur à celui de l'homme. En effet, la femme est considérée comme un mâle et ne sert que de contenant à la vie. Le mérite revient dès lors au père car il permet la transmission. De plus, cette inégalité est notable avant la vie puisque la sloka conseille de ne pas donner naissance les jours impairs et pour cause, cela engendrait donner naissance à une fille, symbole d'infortune. Le verset S146 souligne que la femme est soumise à l'homme dès la naissance jusqu'à sa mort, et le S154 précise que quelle que soit la nature de l'homme, ses défauts ou sa violence, la femme lui doit soumission et une position d'esclave. Par ailleurs, la femme est contraire aux volontés divines, et par ce fait, c'est le père qui donne pour épouse sa fille. La femme n'a pas de choix et est source de maux, donc il est nécessaire de la marier tôt. L'hindouisme est la religion majoritaire dans cet espace géographique, et notamment présent dans les pays tels que le Népal et l'Inde. Mais il y a aussi le bouddhisme, une des religions les plus pratiquées, notamment au Sri Lanka, 70%. Donc cette religion rejoint les fondements de l'hindouisme, puisque la femme, dès sa naissance, apporte malchance et sert d'objet pour la famille, et contrairement à l'homme, elle est de basse catégorie spirituelle. On retrouve d'ailleurs dans ce principe dans les textes, je cite, « Les femmes peuvent détruire les purs préceptes, elles s'écartent de l'accomplissement des mérites de l'ordre et des honneurs. » Enfin, la troisième grande religion est l'islam, et partage ses fondements de soumission. Bien que les péchés ne soient pas reliés à la femme comme les grandes religions monothéistes, celle-ci doit se soumettre et devra obéissance à son mari. Par ailleurs, dans la région asiatique du Sud, le sunnisme interdit la pratique d'une profession à responsabilité, surtout si ces dernières sont en contact avec des hommes. Ainsi, ces femmes musulmanes sont soumises à leur mari, mais subissent aussi une discrimination raciale et religieuse en Inde. En effet, comme le souligne Raj, donc c'est un éditeur indien que j'ai eu l'occasion d'interviewer, il souligne que les musulmanes n'ont pas la même reconnaissance que les femmes hindouistes et bouddhistes et sont sujets d'une égalité encore plus extrême que les autres femmes. Mais attention, comme le précise l'auteur Asma Larambet, ces religions étaient interprétées de manière sexiste et se superposent à des traditions patriarcales de la société. En effet, bien que ces pratiques religieuses entraînent une forte discrimination et des coutumes violentes, elles réservent tout de même une place clé dans la spiritualité, mais seulement comme un outil. Comme on peut le constater, 1800 femmes sont prêtres en Inde en 2016. Ainsi, la religion fait porter un poids sur les épaules de la femme et la soumet à une domination. En revanche, Raj précise que dans les sociétés actuelles, ce n'est pas tant la religion qui exerce le plus d'influence et de menaces, mais la tradition, source, selon lui, d'autoritarisme. Alors, comme elle vient de vous le dire, la religion est un facteur déterminant afin de déblayer un peu le terrain dans un pays avec une telle diversité culturelle, mais elle n'explique ni pourquoi, ni comment ces inégalités se conçoivent, ni comment elles se perçoivent. Le tout, c'est de ne pas se restreindre à une simple dimension religieuse, mais bien d'étendre un peu le domaine de recherche. C'est pour ça qu'il est important de prendre en compte le poids des traditions et de se pencher sur les relations sociales. D'abord, en regardant comment les individus interagissent entre eux, et ensuite d'observer les conséquences des traditions et des coutumes. Alors je ne vous apprends rien en vous disant que certains pays d'Asie du Sud tendent traditionnellement vers le patriarcat, et je ne vous apprends toujours rien en vous disant qu'on retrouve assez souvent des traces de misogynie. Mais je vais vous apprendre des choses par la suite, ne vous en faites pas. La question est donc de savoir comment le patriarcat se retrouve institutionnalisé. On peut d'ores et déjà observer que la femme demeure cantonnée à un rôle corporel soigneusement encadré par le contrôle social.
La femme est sans cesse considérée comme un moyen ou comme une réalité corporelle. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans le fond? Eh bien, pour expliquer tout ça, il s'agit de comprendre que dans cette logique, la période la plus importante de la femme dans la vie d'une femme, c'est celle où elle est en mesure d'avoir des enfants. Son contrôle social gravite autour de la chasteté et de la fertilité. Obéissance et fidélité aussi, mais on s'en occupera plus tard. En effet, la perception de la femme se fait au travers de ses potentialités et de la vision négative de son enveloppe charnelle. On a en gros une dichotomie de la femme entre le point positif qui est qu'elle est fertile, qu'elle pourrait être fertile, et son corps en vision négative qui est que certaines parties de son corps du coup sont considérées de manière négative. Mais je vais expliquer un petit peu tout ça. Alors, car bien que la femme soit sacralisée en vue de sa capacité à donner une progéniture, à donner à la vie, elle est pourtant stigmatisée par son propre corps. En effet, si vous prenez l'ostracisme menstruel, qui est un phénomène d'exclusion de la femme durant sa période de règles, c'est à la vue de ses saignements qu'elle est perçue comme impure. Ce phénomène est partagé par l'Inde, le Népal et d'autres pays d'Afrique. Étrange paradoxe si l'on considère que leur règle est un indice de fertilité, donc qui pourrait être une vertu déterminante pour une femme. Un autre problème, toujours matériel, est celui de la dot. Il s'agit pour les parents de la fille à marier de verser une somme d'argent à sa belle famille afin de contribuer à l'essor du mariage des jeunes époux. Oui, parce que du coup, l'essor, il se fait que dans un sens, bien sûr, il n'y a que les femmes qui vont payer, je veux dire, pas les hommes. Donc, la fille représente un coût financier pour la famille et donc, avant sa naissance, elle est considérée comme un poids. Considérations prénatales qui s'ensuivent de certaines conséquences tout au long de leur vie. Si je reprends ce qu'a dit précédemment Noémie sur les pratiques religieuses, seuls certains rites sont exclusifs aux hommes. Si on ajoute en plus la dot, il apparaît plus avantageux, plus simple, moins coûteux d'avoir un garçon, notamment parce qu'il réceptionne la dot, et donc il ne part pas déjà perdant dans le mariage. Dès lors, on note la présence de nombreux infanticides féminins et de féticides. Donc, c'est des avortements dès que l'on sait le sexe du fœtus. Je précise juste que les infanticides féminins ne sont pas exclusifs à l'Inde ni à la Chine. Selon l'anthropologue Leila Williamson en 1978, c'est une pratique culturelle répandue sur tous les continents. Mais elle a perduré, bon, elle a quand même vachement reculé, mais elle a perduré dans les pays qui véhiculent la dot, entre autres. Donc, hormis ces infanticides, on dénote la présence de maltraitance des enfants-filles, que ce soit sanitaire ou alimentaire, donc malnutrition et non prise en compte si les filles ont des maladies. Et on constate aussi un taux d'analphabétisation plus fort chez les filles que chez les garçons. En effet, en 2015, 79% des hommes âgés de 15 ans et plus savaient lire et écrire, contre seulement 59% des femmes. En même temps, on pourrait se dire, c'est vrai, pourquoi est-ce qu'on perdrait son temps à instruire une personne dans le sens de l'intérêt et sa fertilité? Bon, c'est une question à se poser. On pourrait penser qu'après leur mariage, les difficultés s'amenuisent, mais non. Il faut prendre en compte un certain nombre d'autres risques. Commencer par les dowry deaths. Ce sont les violences et meurtres ayant pour cause la dot. En effet, ce phénomène s'observe lorsque la dot tarde à être payée ou si elle demeure impayée. Donc ça se constate sous forme de jet d'acide dans la tête, violence conjugale, tentative d'assassinat et empoisonnement. Enfin, bref, tous des trucs très joyeux. De plus, malheur à celles qui deviennent veuves, elles peuvent être suspectées non seulement d'avoir tué leur mari, donc je vous laisse deviner ce qui pourrait leur arriver, ou elles peuvent s'obliger à respecter certaines traditions religieuses, comme de s'immoler sur la tombe de leur mari. Et enfin, on pourrait également croire que les chaînes du contrôle social se desserrent lorsque la femme atteint l'âge de la ménopause, mais non. Car dans tout bon système patriarcal, les premières générations doivent servir de professeurs aux nouvelles. C'est de cette manière que l'asservissement des femmes s'entretient et se reproduit par les hommes et les femmes. Une dernière conséquence, un peu pour vous situer un peu pourquoi est-ce que je dis ça, c'est que tout soit apposé sur les femmes a engendré, pour l'Inde, un manque, entre guillemets, de 63 millions de femmes en 2018. Pour que vous voyez un petit peu l'impact que ça a sur le pays. Donc on voit bien que la situation en Inde est assez critique de ce point de vue-là. Et donc, si certaines traditions, aussi hétérogènes soient-elles sur le territoire, elles marquent considérablement le pays. Et c'est pour cela que le droit se doit de venir réguler certaines pratiques et certains modes de pensée. Et c'est bien sûr Noémie qui va vous expliquer comment le droit s'impose dans le pays. On a un droit qui essaye de s'émanciper un peu de la tradition, mais on voit qu'elle est toujours victorieuse quant aux enjeux auxquels les femmes sont confrontées. Donc de nombreux mouvements visent à faire prendre conscience aux législateurs qu'il subsiste toujours un vide juridique quant à la place des femmes. Ainsi, voulant améliorer les choses, de nombreuses lois ont été promulguées pour justement faire avancer les choses.
et la question de l'autonomie de la femme est apparue dès le XIXe siècle sous l'influence des mouvements occidentaux et donc par l'influence coloniale. La première grande mesure adoptée est l'abolition du sati en 1829, donc comme l'a évoqué Hugo, ou soit le bûcher lorsque une femme devenait veuve. Par la suite, une loi de 1855 vient autoriser le divorce, mais elle n'était pas dans l'optique de faire une égalité homme-femme, puisqu'elle privilégie les hommes en leur accordant le droit de mariage pour une faute de dol simple, alors que la femme, il s'agit d'un adultère aggravé. De plus, cette loi n'est pas appliquée car de nombreux hommes s'y opposent, jugeant que si trop de modifications étaient faites à la tradition, il y aurait un chaos, et ainsi refusent de payer une pension alimentaire bien qu'obligatoire. Bien que ce mouvement paraît ancien et révolutionnaire, la pratique s'y oppose totalement et démontre que le juridique fait encore peu de poids face à la tradition. En effet, de nombreuses lois sont rentrées en vigueur, mais ne sont ni appliquées et sanctionnées sur le territoire indien à cause et de sa démographie et de sa grandeur. C'est le cas du mariage. L'âge de la femme pour se marier fut changé à 18 ans, mais la tradition de mariage arrangé avec des filles mineures, donc par exemple 12 ans, persiste encore. De la même sorte, la dot, abolie par la loi de 1961, reste une coutume présente et encore réalisée. Ces exemples prouvent que le vide juridique dont on a essayé de combler est toujours persistant. Par ailleurs, peu de femmes arrivent à poursuivre des hommes en justice de peur des conséquences, mais surtout par le manque de moyens, car si elles se séparent d'eux, elles ne peuvent subvenir à leurs besoins. La pression sociale, familiale et traditionnelle les convainc rapidement de se résigner à toute démarche. Ce vide juridique s'accompagne aussi d'une forte corruption du système policier. Raj nous dit qu'il est possible de racheter les plaintes alors portées au commissariat, dont les affaires de viol ou de violence conjugale, rendant la démarche encore plus compliquée pour les femmes. Mais ces dispositions marquent aussi une volonté du gouvernement et des mouvements féministes de faire bouger les choses, bien que la tradition vienne entraver leur avancée. Pour finir, de nombreuses ONG viennent en aide dans la protection des femmes et les accompagnent pour que celles-ci puissent subvenir à leurs besoins primaires. Et donc pour vous récapituler un petit peu tout ça, il s'agit d'analyser la complexité des conditions de vie de la femme. La complexité des liens, on pourrait s'en tenir à la religion pour considérer la région, mais cela mènerait non seulement à manquer des éléments essentiels pour apprécier globalement la situation, mais en plus cela reviendrait à rejeter la faute uniquement sur la religion, ce qui est un raccourci mal posé. En effet, selon la sociologue Virginie Dutoya, que j'ai eu la chance d'interviewer, la religion serait un discours de légitimation utilisé pour justifier leur pratique, c'est-à-dire qu'elle entretient et normativise des traditions préexistantes. De plus, la religion responsable des inégalités hommes-femmes viendrait nier les possibles valeurs positives que véhiculerait la religion. C'est pour ça qu'il faut davantage s'en remettre aux relations et aux positions sociales dans lesquelles se trouvent les individus. En effet, toujours selon Madame Dutoya, des critères entre très gros guillemets déterminants pour approcher prudemment la région seraient la caste, la classe, la religion, l'âge, le lieu, la couleur de peau, les traditions et l'histoire. Et enfin, même si le droit tarde à imposer son effet normatif sur les coutumes, le droit reste un outil parmi de nombreux autres afin de pallier les inégalités frappantes entre les hommes et les femmes. Merci beaucoup Hugo et Noémie pour cette très longue chronique, très longue, hein, c'est très gentil. Alors vous êtes revenus sur les pratiques traditionnelles qui ont été vraies mais qui le sont pour certaines d'entre elles pas vraies. Et je crois que Mme Chal, on reviendra peut-être dessus tout à l'heure. On va continuer avec une chronique, j'espère un peu plus courte, de Mathieu. Bonjour et bonsoir à toutes et à tous, selon l'heure à laquelle vous m'écoutez. C'est le retour de votre autoproclamé chroniqueur préféré qui vient vous présenter sa rubrique. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet sérieux, celui de la place des femmes en Inde, et plus particulièrement pour moi de leur place dans le monde du travail et de l'économie. Ne me sentant pas tellement qualifié pour vous en parler, je me suis appuyé sur le témoignage de Jean Giroux, vice-président de l'association Volontariat, et ceux de Sendil, avocat indien spécialisé en droit du travail et président de cette même association, et Shanti, sa bras droite, que j'ai pu tous trois interviewer. Donc je vous la refais en faisant mon rôle et les leurs, ou quelqu'un est chaud de... Enfin, chacun fait un rôle, chacun porte leur voix et on se débrouille comme ça. Je te ferai Sandil si tu veux. Sandil, donc Augustin Sandil. Vas-y, moi je fais Shanti. Shanti, donc sa bras droite. Et moi je te fais Jean Giroux si tu veux. Et Jean Giroux, le vice-président de l'association. Très bien. Allez, on se lance. Donc, tout d'abord, pour mieux comprendre votre vision lors de cette interview et mieux vous situer, j'aimerais que vous me présentiez rapidement votre association et la place que vous y avez. Je crois que Jean Giroux, c'est vous qui commencez là-dessus.
Alors oui, bonjour, je suis Jean Giroux, donc vice-président de l'association Volontariat et responsable de l'antenne à Villeurbanne. L'association a été créée en 1962 et elle aide des enfants parrainés à leur famille et leur famille à avoir accès à l'éducation et aux soins médicaux. Le tout à Pondichéry pour les familles les plus démunies. Nous avons aussi créé un atelier de tissage de coton et de confection de linge et textile en général, donc trousses de toilette, nappes, torchons, pour leur donner une activité et des revenus. Le tout peut être acheté ici en France et à titre personnel, je parraine 3 enfants. Alors bonjour, Sendil. Moi, je gère l'association sur place de manière globale. Bonjour à tous, donc moi je suis Chanty et j'apporte une aide quotidienne au fonctionnement de l'association. Il y a toujours besoin d'aide, il y a toujours du travail, donc je suis là pour ça. Merci de vos interprétations. Et donc maintenant que les bases sont posées, rentrons dans le vif du sujet. Pour vous, globalement, l'association Femmes et Économie existe-t-elle vraiment en Inde? Est-elle possible? Alors chez nous, dans les dernières décennies, les femmes ne pouvaient pas sortir de chez elles et travailler. Mais petit à petit, la société a évolué, du fait notamment de la grande pauvreté et des besoins primaires des enfants. Alors les femmes ont dû prendre la décision de sortir de chez elles pour travailler et développer une économie familiale viable. Et les femmes qui travaillent dans l'association sont un très bon exemple de ce phénomène de travaillisation des femmes. Ok, mais alors toutes les femmes peuvent-elles travailler sans distinction d'âge ou de rang maintenant? Ou à quel poste peuvent-elles prétendre? Alors oui, en Inde, les femmes arrivent de plus en plus à travailler dans tous les domaines, avec même de bons postes parfois. Mais il faut relativiser tout ça, puisque l'influence des hommes et la forte croyance selon laquelle ils sont supérieurs aux femmes existent bel et bien. Donc ça a pour effet de mettre en retrait les femmes et de laisser leur talent et leurs capacités dans l'ombre. Je vois. Et donc en parlant d'hommes justement, avez-vous pu constater une influence du mari ou même du cercle familial vraiment spécialement sur le travail de la femme en Inde? Alors oui, évidemment, le mari et la famille sont sans aucun doute des obstacles pour le développement et le progrès économique des femmes. Alors de l'habillage aux horaires de travail avec de nombreuses pauses et dans la famille, la responsabilité totale de la cuisine, tout cela a un sérieux impact sur le développement des femmes. Une femme doit dépasser tout ça, être plus forte et aller au travail et se retrouver en compétition avec les hommes, devoir faire aussi bien, voire mieux. Alors toute cette pression et ces difficultés mettent à mal leur motivation et leur morale, ça gâche bien souvent leur talent, effacés par ces conditions difficiles, ils ne peuvent pas souvent s'exprimer. Je vois, les hommes ont donc un impact plutôt néfaste sur le développement professionnel des femmes en général, de ce que je comprends, de ce que vous me dites, Sandil. Ils provoquent une concurrence déloyale, en quelque sorte, qui doit se poursuivre niveau rémunération, je suppose, et sur la précarité, bien qu'en France, nous ne sommes pas des exemples, évidemment. Donc ça, c'est ce que je veux savoir. Et aussi, dans la même veine, si vous pouvez nous dire s'il existe des normes spéciales, je pense à des normes vestimentaires, des normes d'horaire, des normes de repas, de travail pour les femmes en général. Peut-être Chanty, vous pouvez répondre à cette question. Oui, alors donc c'est vrai que l'habillement et l'emploi du temps sont des freins pour nous. Par exemple, à cause de la pression au travail, de devoir faire mieux quand on doit faire des heures supplémentaires et qu'on n'a pas prévenu notre famille, ça peut poser de très graves problèmes pour certaines, allant jusqu'à la séparation du couple. Le pire dans tout ça est que face à l'institution familiale patriarcale, même nos propres parents ou notre famille proche ne nous soutiennent pas dans ces situations critiques. L'emploi est précaire comme pour tous en Inde et pour la rémunération, ça dépend des patrons, mais en général, elle est largement inférieure aux hommes. D'accord, donc face à tout cela, que fait votre association? De quelle manière agit-elle sur place, sur le scénario que vous m'avez juste dépeint à l'instant? Alors, nous n'intervenons pas dans le mode de vie. Ils ont leurs us et coutumes. Notre champ d'action est de combattre la pauvreté, d'où la récolte de fonds par le biais de parrainage. Nous aidons environ 1500 enfants, soit environ 1500 familles, car nous prenons en charge un seul enfant par famille afin d'aider le plus grand nombre. Notre atelier fait vivre environ 45 familles, dont une très grande majorité d'handicapés et d'anciens lépreux. Et je rebondirai aussi là-dessus, c'est qu'on peut tout de même noter, même si ce n'est pas le but premier, que dans notre organisation, il y a un grand contingent de femmes qui rencontrent des problèmes qui sont réglés de manière efficace par l'association. Nous donnons des responsabilités aux femmes, ce qui a pour effet de leur créer une dignité, bien souvent. Et par-dessus tout, le respect des femmes est une des priorités de l'association. La domination traditionnelle des hommes n'existe pas plus que les abus sexuels ou moraux.
Les femmes qui aident et travaillent dans l'association sont en sécurité, ce qui est une grande réussite. D'accord, donc d'après ce que je comprends, sans être le premier but de volontariat, l'association donc de vous, Sandil, où vous êtes vice-président Jean Giroux et de Chanty. Ce n'est pas le premier but, mais vous aidez quand même les femmes par des emplois les responsabilisant et par une certaine protection. J'aimerais maintenant terminer du coup cette courte interview par une dernière question. Avez-vous un exemple de réussite économique d'une ou d'un groupe de femmes en Inde, un espoir? Alors encore une fois, dans notre association, nous avons employé de nombreuses femmes qui sont maintenant capables de diriger leur propre famille sans le soutien d'un mari. Elles dirigent fermement les dépenses de leur famille, l'éducation de leurs enfants, l'organisation du foyer, tout en travaillant. Et elles ont une nouvelle dignité au sein de la société. Et ça, c'est un grand progrès et une belle réussite à notre niveau. D'accord, donc je vous remercie tous les trois d'avoir répondu à mes questions. J'espère que tout le monde a appris des choses sur le travail des femmes en Inde. En tout cas, moi, oui. Et encore bonne continuation pour vous et pour volontariat. J'achèterai certainement une trousse de toilette ou un torchon. À voir. Merci. Eh bien, merci beaucoup. En tout cas, c'est disponible en achat à Lyon si vous allez sur le site. Voilà. Merci beaucoup Mathieu et merci à tous ces magnifiques acteurs. Nous allons continuer, je crois que nous allons continuer sur un autre pendant de la vie civique. C'est la vie politique et je crois que Augustin et Joséphine vont continuer là-dessus. Et oui, heureux de vous retrouver, chers auditeurs. Alors avec Joséphine, aujourd'hui, on va vous parler de la place de la femme dans la vie politique indienne. Alors comme vous le savez, 2018, c'était une année assez spéciale pour les femmes et on s'est dit que ça serait intéressant de faire un parallèle avec un pays autre que la France. Alors, j'aurais bien aimé commencer cette chronique avec la chanson de Jean-Luc Lahaye, « Femme que j'aime », mais je crois que Joséphine ne veut pas nous prêter sa voix aujourd'hui. Non, je suis un peu malade en ce moment, je veux pas me casser la voix tout de suite. D'accord, bon, bah alors rentrons dans le vif du sujet, parlons de choses sérieuses, je crois que ça sera mieux. Alors, pour vous présenter tout ça, l'Inde, c'est aujourd'hui la démocratie la plus peuplée au monde, avec plus d'1 milliard d'habitants. Et c'est aussi devenu l'un des premiers pays au monde à être dirigé par un premier ministre femme, avec Indira Gandhi, qui a été nommée à ce poste en 1966. Alors aujourd'hui, des femmes sont membres du Parlement et gouverneurs d'État. En 2007, Pratibha Patil était la première femme élue présidente de l'Inde, après que Sonia Gandhi, qui est la belle-fille d'Indira Gandhi, et qui est aussi dirigeante de l'un des plus grands partis politiques indiens, ait proposé son nom. Alors récemment, les femmes ont fait leur entrée dans le système politique à un niveau local également. En 1992, l'Inde a modifié sa constitution pour ajouter des quotas de genre dans tous les postes élus localement. Alors les conseils de village, qu'on appelle aussi les panchayats, doivent à présent réserver 1/3 de leurs sièges aux femmes. Donc actuellement, il y a plus d'1 million de femmes qui sont en fonction au sein de panchayats et plus de 2 milliards ont occupé ces postes jusqu'à présent. Alors en mars 2014, un article a été publié dans l'Economic and Political Weekly dont le sous-titre est intitulé « La révolution silencieuse ». Et cet article montre comment, entre 1962 et 2012, le taux de participation des femmes à un scrutin a augmenté. Donc les auteurs de l'étude qui ont travaillé sur 16 États indiens, ce qui représente environ 93% des électeurs indiens, ils ont montré que pour 1000 votants de sexe masculin, on comptait 715 votantes en 1960 et 883 dans les années 2000. Donc une augmentation significative qui concerne non seulement les États les plus développés, mais aussi les plus à la traîne socialement ou économiquement, comme le Madhya Pradesh, le Rajasthan ou l'Uttar Pradesh. Alors comme l'a évoqué tout à l'heure Hugo, le taux d'alphabétisation des femmes dans le pays se situe en dessous de celui des hommes. Alors peut-être, voire même sûrement, que le problème du manque de présence des femmes sur la scène politique est en partie lié à la sous-éducation de la femme en Inde, qui reste aujourd'hui un problème majeur dans ce pays. Donc, comme l'a dit Augustin, les femmes votent en Inde depuis 1951. Donc, ce qui est quand même, en France, c'était en 1944, donc c'est pas si loin de nous que ça. Mais bon. Il y a d'autres pas qui doivent être faits parce que donc il faut savoir que les femmes représentent 388 millions des 815 millions d'électeurs, donc c'est 47,6% du corps votant, donc c'est pas mal aussi. Il y a l'anthropologue Mukulika Banerjee qui dit, je cite, « Les hommes imposent aux femmes comment s'habiller, se comporter, ce qu'elles doivent
cuisiner et où elles doivent aller, mais au travers du vote se met en place le seul mécanisme où elles peuvent formuler leur propre opinion. Donc c'est un des points où il y a une forme d'égalité qui se met en place en Inde. Elles notent aussi que leur participation aux élections ne cesse de s'intensifier. Et ce, même dans les régions pauvres, où normalement la condition des femmes est moins bonne. Donc le sexe faible produit aussi de bonnes candidates, malgré tout ce qu'on a pu dire, et ce qu'on peut penser en Inde. En effet, ces dernières auraient un taux de réussite électorale plus important que la gente masculine, à 10% contre 6% selon certaines études. Donc on peut se demander pourquoi il n'y a pas beaucoup de femmes en politique finalement. Parce que c'est vrai que les femmes sont peu nombreuses. Et c'est là le problème de la représentativité et notamment de l'accession des femmes aux postes politiques. Parce qu'il faut savoir qu'une femme se présente face à 10 hommes pour ravir l'un des 543 sièges du Lok Sabha. Donc le Lok Sabha, c'est la chambre basse du Parlement, pour avoir un parallèle français. Ainsi, dans des élections plutôt récentes, il y a eu seulement 59 femmes qui avaient été élues au poste, 59 sur 543 sièges à pourvoir. Donc ça fait à peu près 10% du Parlement, ce qui est loin de la moyenne mondiale qui est de presque 22%. Donc il y a quand même des choses à faire encore. Bien que le pourcentage de femmes dans les différents niveaux de l'activité politique ait considérablement augmenté, les femmes sont toujours sous-représentées dans les postes de gouvernement notamment et de prise de décision. Et elles sont confrontées à des obstacles culturels, comme on a pu le voir, et pratiques dans l'exercice de leur pouvoir à ces postes. Mais est-ce que quelque chose est fait en Inde pour remédier à ce problème justement de faible représentation des femmes du coup ? Alors oui, heureusement, il y a des choses qui sont mises en œuvre pour pallier à cette faible représentation. Par exemple, les principaux partis en lice ont promis de faire passer une loi qui est la Women's Reservation Bill. Mais bon, il faut savoir qu'elle somnole depuis très 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 longtemps cette loi. D'ailleurs, il y a une semaine environ, je crois que c'était le 30 janvier 2019, Rahul Gandhi, qui est le président du Congrès en Inde, a affirmé que si son parti était élu, durant les élections là, de 2019 qui vont arriver, eh bien, sa priorité serait de passer cette loi. Donc, cette loi, elle consisterait à assurer un tiers des sièges au Parlement, un tiers des sièges du Parlement aux femmes. Il dit, je cite, « L'Inde ne pourra être une grande puissance que si elle donne du pouvoir aux femmes ». Il va aussi promettre plus d'éducation et de sécurité pour les femmes et un renforcement du droit à l'héritage pour les veuves. Donc on voit qu'il y a des choses qui sont... il y a une volonté de faire des choses, mais bon, ça fait très très longtemps que cette loi, la Women's Reservation Bill, doit être promulguée. Donc comme quoi, on peut voir aussi avec Rahul Gandhi qu'il y a certains hommes qui se battent pour l'égalité en Inde. Est-ce que Rahul Gandhi, juste, il est de la même famille que les autres Gandhi ? Désolé de ma culture. Bah justement, je vais en parler après. D'accord. Parce que ça aussi, c'est un petit problème. Okay. Mais bon, on va revenir. Mais oui, c'est Rahul Gandhi, il fait partie de... Ouais. Il y a vraiment une belle lignée. Ouais, il y a une belle lignée, ouais, mais bon, okay. Ça peut aussi être un problème. On verra plus tard. Il existe aussi un autre quota obligatoire de 120 sièges attribués aux Dalits, qui sont les intouchables, et aux communautés tribales. Donc on voit qu'il y a vraiment une forme d'égalité qui essaie de se mettre en place, et pas seulement que pour les femmes. Donc voilà, et après au niveau des conseils de village, comme on l'a dit, il y a 33% des sièges qui sont réservés aux femmes, et ça c'est déjà un exercice depuis donc 92, comme l'a dit Augustin. Donc il y a une forme d'action qui se met petit à petit en place. Donc moi aussi j'ai une question, et malgré tout ce que tu as évoqué, est-ce qu'il y a des femmes qui ont réussi quand même à s'imposer ? Alors paradoxalement oui. L'Inde compte des dirigeantes régionales capables de faire trembler New Delhi. Alors c'est un peu les exceptions qui confirment la règle, et heureusement, il en faut. Alors que ce soit Jaya Latia au Tamil Nadu, Mamata Banerjee au Bengale occidental ou Mayawati dans l'Uttar Pradesh, ces femmes sont à la tête de partis politiques et elles n'hésitent pas à faire face aux candidats masculins conservateurs comme Narendra Modi. Et elle gagne de nombreux sièges de députés, ce qui pourrait donner un paysage nouveau au prochain gouvernement, qui, je le dis au passage, les élections arrivent bientôt.
Et parmi les autres visages féminins du paysage politique se distingue aussi Sonia Gandhi, l'influence ex-présidente du Congrès, sa fille Priyanka Gandhi, qui a été remarquée notamment pour sa ressemblance physique avec sa grand-mère Indira Gandhi, qui, rappelons-le, a été la première femme occupant le poste de Premier ministre en Inde en 1966 pendant plus de 10 ans. Alors oui, et c'est justement là, Mathieu, où je reviens sur ta remarque, parce que ça m'a frappée quand je me suis renseignée sur tout ça. Parce que certes, il y a des femmes, bon, même si elles sont très très minoritaires encore, qui font partie du paysage politique national, donc Sonia Gandhi, Indira Gandhi, Priyanka Gandhi, mais elles ont toutes un dénominateur commun, qui est leur nom. Donc on peut se demander si l'accession à des postes politiques nationaux en Inde par les femmes est due à l'égalité entre les hommes et les femmes qui veut se mettre en place, ou à un simple népotisme. Donc, enfin, du moins pour l'instant, parce qu'il y a d'autres femmes qui accèdent à des postes politiques nationaux, mais bon, on remarque quand même que le nom Gandhi peut-être aide un petit peu. Voilà. Donc finalement, les femmes, en se battant plus que les hommes, parviennent à accéder à des postes politiques, mais ce qui ressort, c'est qu'en Inde, la politique reste une affaire d'hommes. Merci beaucoup, Joséphine Augustin. Comme tu dis, c'est peut-être aussi... Il y a des mouvements féministes multisectoriels, je crois, qui additionnent en fait les discriminations. Discrimination parce qu'on est noir, discrimination parce qu'on est une femme noire, discrimination parce qu'on est pauvre. C'est peut-être aussi ça. S'il y a un souci de caste, s'il y a un souci d'environnement social, il y a peut-être des choses à mixer. Mais on va justement en parler, puisque nous passons à la dernière partie. On va commencer par votre parcours, Madame Chal. Nous expliquer peut-être pourquoi l'Inde, pourquoi vous vous êtes intéressée, je ne l'ai pas dit, aux espaces de maternité dans l'Inde rurale, ce qui est quand même un projet très concret, très précis. Le contexte dans lequel vous êtes intéressé à cette thématique, pourquoi la géographie aussi, pourquoi ce domaine universitaire, l'Andhra Pradesh également, c'est un état parmi tant d'autres. Bref, d'où ça vous est venu, toutes ces idées? Alors, pourquoi donc tout cela Les réponses ne sont pas forcément tout à fait exceptionnelles, vous allez le voir, certaines sont vraiment le fruit du hasard. Bon, enfin pas totalement non plus, mais simplement peut-être pour retracer un petit peu les choses de façon synthétique. J'ai fait tout mon cursus universitaire à Rouen, et il se trouve qu'à Rouen, il y avait plusieurs domaines de recherche principaux, parmi lesquels le premier, donc l'étude des pays émergents et en développement, et le deuxième, la géographie de la santé. Bon, et moi, ce qui m'intéressait, c'était plutôt la géographie du genre. Et de fait, naturellement, je me suis dit comment je peux concilier tout ça, en travaillant sur la santé des femmes, puisque c'est révélateur de niveau de développement. Et puis où aller j'avais deux possibilités. Soit je restais en Normandie, bon, c'était pas très passionnant pour moi, ou alors je partais soit en Afrique subsaharienne, qui était l'une des régions particulièrement étudiées, ou l'Inde. Et donc pourquoi l'Inde? Vraiment, c'était là une recherche de dépaysement maximum, et j'ai pas été déçue. Et donc je suis partie en Inde vraiment parce que c'était ce qui me semblait être le plus intéressant pour moi. Donc voilà comment je suis arrivée. Donc vous voyez, c'est pas un cheminement intellectuel particulier, c'est un peu le hasard aussi des rencontres et des enseignements que j'ai pu recevoir. Donc voilà, et puis ensuite, pourquoi l'Andhra Pradesh? Effectivement, l'Andhra Pradesh, c'est quand même un État, et en plus j'étais dans une partie de l'Andhra Pradesh qui était particulièrement reculée et loin de toute chose. Donc pourquoi aller aussi loin en Inde? Bon là, c'était un peu plus intellectuel quand même la démarche. Je suis passée, j'ai passé beaucoup de temps, notamment avec un démographe qui s'appelle Christophe Guilmoto, qui était, quand j'étais en thèse, à la tête du centre de recherche en sciences sociales de Pondichéry, justement, qu'on a évoqué tout à l'heure. Et voilà, et donc on avait fait plusieurs hypothèses. Il semblait intéressant justement d'aller dans une région où il n'y a rien, où les conditions de vie sont particulièrement difficiles, pour voir comment justement les populations s'adaptent, parce qu'il y a toujours adaptation. Et donc ça nous semblait être aussi une piste de recherche intéressante. Voilà. Et puis après, la santé des femmes, c'est quand même vaste. Et donc je me suis intéressée à la maternité parce que c'est un événement social majeur et qui, encore une fois, permet de bien explorer la dimension genrée de la santé. Et donc, voilà comment je suis arrivée à ce sujet de recherche particulier. Vous y êtes resté combien de temps, du coup ? Alors, j'y suis restée presque 1 an en maîtrise, donc l'actuel Master 1, puis près de 2 ans durant ma thèse, donc voilà, à peu près 3 ans, tout mis bout à bout. Le dépaysement n'a pas été trop difficile si vous veniez... Alors,
j'ai rien contre la Normandie. Vous nous avez justement appris que ce n'était pas un pays en développement il y a très peu de temps. Ça n'a pas été trop difficile de s'adapter sur place? Je dirais que quand on arrive en Inde, c'est un petit peu, enfin ça passe ou ça casse, quoi. Hein. Donc il y a ce qu'on appelle le syndrome indien. Enfin certains subissent le syndrome indien où le dépaysement est tel que de fait on est un peu perdu parce que il faut oublier un petit peu qui on est pour tout reconsidérer et donc voilà, oublier complètement les référents culturels que l'on a, donc se décentrer notamment de nos référents européens. Donc c'était effectivement un petit peu, ça peut être déstabilisant. Bon, pour ma part, j'avoue que je me suis tout de suite très bien faite à ce contexte. Donc voilà, donc du coup, ça n'a pas du tout été une difficulté pour moi que de travailler en Inde. Je me souviens que pendant la chronique d'Hugo et Noémie, vous faisiez un peu les gros yeux. Selon votre expérience, selon vos recherches également, est-ce que vous avez une interprétation différente est-ce qu'il y a des différences entre les conditions des femmes en Inde selon leur région et leur religion, et notamment, on n'en a pas beaucoup parlé, du sikhisme et du jaïnisme notamment? Oui, excusez-moi, oui, je fais les gros yeux, mais c'est pas pour dire que c'était faux ce que vous disiez, mais peut-être juste apporter parfois quelques nuances. Et puis pour rebondir aussi sur ce que vous disiez, Flavien, effectivement, il y a notamment une indianiste qui s'appelle Kamala Mariusnianu qui encourage à adopter le principe de l'intersectionnalité pour aborder les questions de genre, notamment en Inde, mais pas seulement, hein, puisque effectivement, de fait, il y a, et c'est ce que vous disiez aussi dans votre rubrique, première rubrique, c'est qu'il n'y a pas une situation de la femme, hein, et que de fait, selon la classe sociale, selon la caste, selon la religion, selon si elle vit dans le nord ou dans le sud du pays, si elle vit à la campagne ou dans les villes, les conditions ne vont pas être exactement les mêmes. Donc effectivement, différents cas de figure. Alors selon les religions, déjà ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'on ne peut pas classer les religions en pensant que certaines sont plus défavorables que d'autres à la femme. Ça dépend. Disons qu'à l'intérieur même de chaque religion, il y a des différences très importantes. Si on prend l'hindouisme, par exemple, au sein de certaines castes qui sont très conservatrices et qui sont parmi les plus élevées dans la hiérarchie hindoue, la situation des femmes va être très difficile, puisqu'il y a plus d'interdits à respecter, il y a plus de sacralité à conserver, et donc de fait une situation qui va être plus difficile comparativement à des femmes de caste de moindre niveau. Alors ça ne veut pas dire non plus que les femmes de basse caste ont une meilleure situation que les femmes de haute caste, c'est pas que, non, parce que la situation est tout aussi difficile, peut-être même davantage difficile, mais c'est pas lié à la même chose. C'est lié au fait que les conditions de vie étant tellement difficiles qu'elles vont être obligées parfois d'occuper des activités professionnelles qui sont extrêmement compliquées, avec des niveaux de salaire extrêmement bas. Bon, voilà, donc au sein de chaque religion, il y a des contrastes importants, et à l'inverse, on pense souvent par exemple que les femmes chrétiennes en Inde bénéficient d'une meilleure situation. C'est vrai pour une partie d'entre elles, puisque notamment de fait, les missionnaires, quand ils sont arrivés en Inde, avaient encouragé à l'éducation des femmes, ce qui fait que de fait ça c'est un meilleur indicateur de développement. Donc bon, mais en même temps, ça ne doit pas nous tromper complètement non plus. Chez les chrétiennes aussi, il y a des situations de discrimination très fortes. Voilà. Bon. Moi, je voulais savoir si, au final, les plus grosses inégalités, elles n'étaient pas nécessairement du fait des religions, mais surtout de la localisation et sur le niveau rural et le niveau urbain, notamment, et que c'était pas là qu'il y avait la plus grosse différence entre les femmes des villes et celles des. Alors, effectivement, et puis vu que je suis géographe, ces inégalités spatiales-là m'intéressent. Il y a deux niveaux, il y a deux échelles qu'on peut prendre. Déjà, à l'échelle de l'Inde, il y a des différences très claires entre, de manière générale, de façon je vais être un peu caricaturale, mais c'est pour simplifier un peu les choses, entre le nord et le sud de l'Inde. Tout à l'heure, vous avez parlé tout à fait justement des Aryens. J'ai juste là fait un petit peu les gros yeux parce que avant les Aryens, il y avait les Dravidiens, donc qui étaient le premier peuplement, la première vague de population qui est arrivée. Il y avait une population présente sur place, mais une autre première vague de population qui est arrivée avant les Aryens justement. Et il se trouve que quand les Aryens sont arrivés,
ils ont, de façon un petit peu schématique et simplifiée, poussé les Dravidiens vers le sud du pays. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça explique que d'un point de vue culturel, et notamment du point de vue de la situation des femmes, c'est pas exactement la même chose, parce que les Aryens, effectivement, sont arrivés avec une religion qui était le brahmanisme, qui n'existe plus aujourd'hui, mais de laquelle est apparu ensuite notamment l'hindouisme. Mais même si aujourd'hui le brahmanisme dans le nord de l'Inde a disparu, il n'en demeure pas moins qu'il reste ce qu'on appelle un référent brahmanique. Ça veut dire qu'il y a des règles, des règles plus strictes vis-à-vis des femmes dans le nord, comparativement au sud, où traditionnellement, là, on avait plutôt un paysage culturel dravidien, donc un petit peu plus souple, même si c'est à relativiser, mais c'est pas tout à fait la même chose. Quand j'ai interviewé l'éditeur en Inde, il me disait aussi que dans le sud, il y avait carrément un État qui était d'une tradition matriarcale, donc c'était les femmes là-bas qui dirigeaient. Au Kerala, je crois. Non Voilà, exactement. Voilà, donc il y a déjà ces différentes formes de peuplement qui ont introduit la différence. Ensuite, comme vous le dites tout à fait justement, dans le sud de l'Inde, il y a donc un État qu'on cite toujours comme étant une exception indienne, qui est le Kerala, effectivement un tout petit État du sud de l'Inde, qui a alors plusieurs particularités. C'est là d'abord où il y a la plus grande proportion, il y a une forte proportion de chrétiens, soit des chrétiens, je dirais, de première souche, soit d'autres populations, notamment des basses castes, qui se sont convertis au christianisme pour échapper à leurs conditions d'intouchabilité. Donc en tout cas, des chrétiens assez nombreux dans cette région-là, d'où un impact sur l'éducation. Et puis aussi d'un point de vue politique, il se trouve que cet État, c'est pas le seul, mais c'est l'un des seuls États, des rares États en Inde à avoir un paysage politique dominé par le Parti communiste, qui a notamment aussi mis en place des politiques sociales qui ont favorisé, encore une fois, l'éducation des femmes, notamment, l'éducation de manière générale et notamment l'éducation des femmes. Et tout cela fait que donc ça crée des conditions particulières et différentes du nord de l'Inde. Et puis s'ajoute à cela, comme vous le disiez effectivement, aussi un matriarcat, donc au Kerala notamment, pas uniquement, mais notamment au matriarcat, notamment au Kerala. Ce qui fait tout cela mis bout à bout, ça explique les différences nord-sud. Et quand vous regardez par exemple des cartographies justement de l'alphabétisation, comme vous évoquiez tout à l'heure, ou du sexe ratio, donc du nombre de femmes par rapport au nombre d'hommes, il y a souvent, visuellement, on voit une scission assez nette entre le nord et le sud de l'Inde, donc ça reflète bien tout ça. Ensuite, vous parliez des inégalités, en tout cas des différences entre zones rurales et zones urbaines. Alors là, avec, je dirais, différentes situations. Déjà, à l'intérieur même des zones rurales, il y a des femmes qui sont beaucoup plus discriminées que d'autres. C'est déjà, les intouchables, les femmes de basse caste, qui sont contrôlées par toute la hiérarchie rurale, toute la société rurale. Donc ça, c'est un premier élément. Mais il faut savoir aussi que les femmes des hautes castes rurales, et notamment les femmes qui appartiennent à des familles qui ont un niveau de richesse important, donc qui ont une grosse propriété foncière par exemple, ces femmes-là aussi sont aussi fortement discriminées. Pourquoi ? Il y a notamment des études qui montrent que plus les familles possèdent des terres, donc c'est mesuré en hectares, et plus la discrimination envers les femmes est importante. Pourquoi ? Parce que il y a un capital à préserver, et puis ça veut dire que vu que les femmes ne peuvent pas hériter, comme vous l'aviez évoqué tout à l'heure dans une autre chronique, de fait c'est aussi un problème que d'avoir des filles, etc. Donc là, il y a des inégalités intra-rurales très fortes qu'on retrouve de la même façon dans les villes. Donc là, encore une fois, on ne peut pas dire que c'est mieux ou pire, mieux en ville ou pire à la campagne. Non, c'est pas aussi simple. Ça dépend, encore une fois, de la catégorie de population que l'on prend. Parce que vous parliez des castes tout à l'heure et vous disiez que les femmes, c'était... il y avait différentes situations des femmes en fonction des différentes castes. Mais est-ce que, du coup, si en étant dans une caste plus haute, les femmes auront donc forcément des interdits aussi, mais elles auront peut-être plus de elles seront mieux elles auront plus de rémunération dans leur travail ou je sais pas. Est-ce que du coup les femmes elles-mêmes refusent peut-être parfois en Inde de pas s'émanciper, je sais pas, je vois pas, je perds mes mots un peu, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a quand même, de toute façon, il y a quand même un respect des traditions. Voilà, c'est ça. Parce que, et c'est vrai que cette question de la caste est très importante, et il ne faut pas croire que c'est un système, que ce système hiérarchique disparaît. Au contraire, il y a même une très forte politisation du système de caste, et qui fait que chaque caste a, à cœur, d'une certaine façon, à faire ce que l'on attend d'elle. Pourquoi ? Puisque, dans l'hindouisme plus particulièrement, on croit
croit au cycle des renaissances. Et donc l'objectif, c'est de renaître dans une caste au moins de niveau équivalent, voire de niveau supérieur. Mais ça suppose que durant la vie présente, on se conforme à ce qui est attendu. Donc de toute façon, bien sûr, il peut y avoir une volonté d'émancipation, et celle-ci commence pas, ça existe depuis longtemps, mais disons que peut-être qu'elle est plus visible aujourd'hui. Une volonté d'émancipation des femmes, mais pour autant, il y a quand même un respect de la tradition par les femmes elles-mêmes, puisque ça fait partie aussi des attendus sociaux et culturels. Selon vous, on en a parlé tout à l'heure, notamment dans la chronique d'Augustin et Joséphine, qu'est-ce qui explique le paradoxe entre la présence des femmes en politique, et même si c'est une généralisation, et finalement les conditions assez discriminatoires des femmes en Inde? Bon, là, effectivement, par rapport aux figures politiques emblématiques que vous avez citées tout à l'heure, ça peut sembler tout à fait paradoxal, mais en fait, il faut savoir que, alors, à part le poste de Premier ministre, qui est quand même un poste majeur en Inde, c'est le Premier ministre qui dirige le pays, par contre, vous parliez notamment, vous avez cité le cas de Pratibha Patil tout à l'heure, qui a été la première femme présidente de la République en Inde. Il faut savoir que ce poste de président de la République est souvent honorifique et symbolique, et donc de fait, il y a eu une femme au pouvoir, mais il y avait eu aussi un intouchable qui avait occupé cette fonction-là. Mais bon, généralement, on connaît le Premier ministre, on connaît rarement le président de la République. Donc c'est bon, c'est relativisé. Bon, pour autant, c'est vrai, il y a des femmes gouverneurs d'État, il y a eu Indira Gandhi, figure majeure. Par contre, vous voyez, c'est intéressant parce que Sonia Gandhi, ça a été quand même pendant longtemps la femme qui a été à la tête du plus grand parti politique indien, alors qui aujourd'hui est concurrencé par les partis nationalistes, dont le BJP actuellement au pouvoir. Mais bon, elle a quand même été à la tête du plus grand parti politique indien, donc le parti du Congrès, pendant très longtemps, et c'est elle qui aurait dû se présenter aux élections présidentielles. En fait, c'est son fils Raoul qui s'est présenté. Pourquoi? Puisque, alors là, c'est pas tant qu'on reproche à Indira Gandhi d'être une femme, mais quand même, un peu quand même. Et puis en plus, elle n'est pas, je dirais, elle est aussi d'origine italienne. Elle n'est pas, elle n'est pas considérée non plus comme étant véritablement indienne. Bon, et voilà, donc il y a quand même là, on revient quand même sur des considérations de genre notamment. Donc on verra ce que Priyanka fait, mais bon, enfin on verra. On lit pas dans une boule de cristal. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que c'est lié d'abord à leur plus faible reconnaissance sociale, de manière générale. Quoi qu'il advienne, même s'il y a un certain nombre d'évolutions qui s'observent, c'est évident, il n'en demeure pas moins que la préférence, en toute chose, reste accordée aux hommes, quoi qu'il advienne. Et donc, il y a plus de crédit et de légitimité accordée aux hommes, et ce qui, de fait, va impacter tout le cursus et tout le parcours des femmes, en matière d'éducation, mais aussi en termes d'accès à l'enseignement supérieur, en termes d'accès à des fonctions politiques ou économiques importantes. Il y en a, bien évidemment, mais ça reste une minorité. Et donc, donc c'est tout à fait logique, en réalité, que les femmes restent peu présentes dans le paysage politique. Et il faut savoir aussi, juste pour donner un autre petit élément, et là je me réfère notamment aux travaux de Stéphanie Tawalama, qui a travaillé notamment sur la place des femmes dans la politique, a bien montré qu'effectivement les femmes avaient le droit de vote, etc. Mais que pour autant, là encore, il fallait faire attention, puisque la voix des femmes, leur vote a été largement instrumentalisé et par les partis politiques, mais aussi par leurs maris, leurs familles, etc. Puisque de fait, les femmes généralement encore sont très nombreuses justement à ne pas véritablement choisir pour qui elles votent. C'est quand même leur vote est largement soufflé par quelqu'un d'autre et souvent par des hommes justement. Et même quand elles se présentent, des élections, généralement elles se présentent au nom, parce que leur mari ne peut pas l'être pour différentes raisons. Donc ce sont les femmes qui se présentent, mais en réalité, c'est l'incarnation du discours et du projet politique du mari. Vous avez étudié l'accès des femmes aux soins et à la maternité dans l'Andhra Pradesh, du coup, même si on sait que c'est pas possible. Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement vos recherches et les résultats de ces recherches? Alors, en 30 secondes, je pense que c'est ce que le temps nous dispose. Top départ. Voilà, ma thèse en 30 secondes. Alors, de manière générale, ce qu'il faut quand même bien noter, c'est que
qu'on soit en Andhra Pradesh ou ailleurs, peu importe, hein, qu'on soit en ville ou à la campagne, peu importe, hein, les femmes ont un recours aux soins moins important que les hommes. Hein, donc ça, c'est lié à la discrimination qu'elles subissent. Ensuite, quand elles ont recours aux soins, généralement, elles ont recours aux soins dans des structures de soins de proximité et des structures de soins qui sont de piètre qualité, donc structures de soins publiques, ce qui va coûter le moins cher possible à la famille. Sauf lorsqu'elles souffrent soit d'une pathologie ou d'un événement qui a un impact sur la communauté. Et donc, le cas de la maternité est tout à fait clair. Dans le cas de la maternité, c'est pas une affaire de femme, c'est une affaire de famille, une affaire de caste. C'est la maternité, c'est grâce à la maternité que la caste va se perpétuer. Hein. Et donc là, ça a une importance sociale. Et donc, dans ce cas-là, il y a une plus forte médicalisation de la femme. Par contre, très rapidement, on retrouve des formes de discrimination, puisque cette médicalisation, elle se concentre essentiellement sur la première grossesse, qui est symboliquement la plus importante. Et donc, dès lors où la femme a eu son premier enfant, et qui plus est, si c'est un garçon, les grossesses suivantes ne donneront pas lieu à autant d'attention que la première. Donc là, on retrouve encore une fois des considérations tout à fait genrées dans le recours aux soins. Encore 2 petites questions. Vous comparez dans l'article de 2008 que j'ai cité en introduction, dans l'information géographique, l'émergence d'une classe moyenne en Inde et l'introduction de plus de libéralité dans les conditions des femmes dans ce milieu, par rapport à la famille, la religion, l'argent, le travail. Pourquoi est-ce que c'est lié selon vous ? Alors en fait ce qui se passe il faut faire attention aussi avec cette question de la classe moyenne qui introduit encore davantage de complexité. Alors c'est vrai que d'un point de vue matériel, les femmes de la classe moyenne, elles ont quand même un rôle de donner à voir un certain niveau de richesse, de donner à voir une certaine position sociale. Et donc on va les voir, ces femmes, dans des lieux semi-publics, les centres commerciaux, les dernières boutiques à la mode, les restaurants, on les voit dans l'espace public, parce que ça fait partie un petit peu de la mise en scène de sa position sociale. Voilà. Mais cette visibilité des femmes de la classe moyenne ne doit pas laisser penser que, elles ont, encore une fois, qu'elles ne subissent aucune discrimination. Non, c'est pas du tout le cas. Elles en subissent de la même façon que les autres. Par exemple, on voit que vous parliez tout à l'heure des avortements sélectifs. Les avortements sélectifs sont très importants au sein de la classe moyenne. Pourquoi ? Parce que justement, la classe moyenne a à cœur aussi de garder sa richesse. Et avoir une fille, ça n'arrange pas les affaires. Donc ça, Donc on peut être dans une classe sociale très riche, hyper mondialisée, en ayant des comportements qu'on pourrait dire un peu occidentaux, etc. Pour autant, il ne faut pas penser que cette nouvelle forme de culture va effacer la précédente. On a une superposition de principes, de modes de vie. Mais donc là, il y a un peu une ambivalence au sein de la classe moyenne, avec d'un côté une certaine forme de modernité, mais en même temps, des traditions qui demeurent, comme c'est le cas par exemple pour le mariage arrangé, qui concerne aussi cette classe moyenne, libéralisée qu'elle peut être de certains points de vue. Cher chroniqueur, est-ce que vous avez une question ? J'ai une dernière question, oui. J'ai regardé un petit peu, j'ai étudié un petit peu la mobilité sociale, en tout cas pour la différence de mobilité sociale entre les hommes et les femmes. Et du coup, j'ai vu que l'émergence d'une classe moyenne favorisait entre guillemets une plus grande mobilité sociale, une plus grande égalité dans la mobilité sociale entre les hommes et les femmes. Mais que du coup, maintenant, le problème c'était transposé à une conservation des classes. Au sens où du coup maintenant les femmes peuvent accéder, imaginons, à plus de lieux publics, mais pour autant ces lieux publics sont quand même encadrés pour que les classes ne se mélangent pas. Est-ce que ça se passe vraiment comme ça ou... Oui, justement, par exemple, dans les fameux centres commerciaux qui sont vraiment des lieux assez récents et qui symbolisent justement des lieux de consommation de la classe moyenne, tout le monde ne peut pas entrer dans les centres commerciaux. Donc effectivement, chacun sait qui peut y entrer et qui ne peut pas y entrer. Et il est improbable de rencontrer, par exemple, un intouchable dans un centre commercial de la classe moyenne. Donc ça, c'est clair qu'il y a une forme de ségrégation sociale qui est beaucoup plus claire aujourd'hui qu'elle ne l'était auparavant. Il y a jusqu'alors plutôt une ségrégation, on va dire, en termes de caste, mais aujourd'hui, à cette première forme de ségrégation, s'en ajoute une deuxième, une ségrégation sociale qui effectivement n'était pas aussi visible auparavant. C'est vrai pour les quartiers résidentiels aussi, qui peuvent apparaître pour répondre
aux volontés de cette classe moyenne. Alors moi j'ai juste une question aussi. Vous avez dit qu'il y a des comportements occidentaux qui se superposent aux traditions en Inde. Est-ce que vous pensez, vu que vous avez été là-bas et que vous connaissez un petit peu, qu'il y a une chance ou pas, hein, forcément, parce qu'il y a des gens qui pensent que les traditions là-bas devraient rester, mais est-ce que ces comportements occidentaux vont pouvoir remplacer les traditions ou elles sont vraiment trop ancrées en Inde? Non, là, je pense que là, le système social et culturel est très bien ancré. Donc, il y a des évolutions, évidemment, mais des évolutions qui se font très lentement. Ouais. Et il est peu probable. Alors, on peut avoir certains mimétismes de certains comportements en termes de consommation, par exemple. C'est vrai qu'une grande partie, maintenant, de la population a accès à la téléphonie mobile, par exemple, ou ce genre de choses. Bon, d'accord, mais ça ne remet en rien en question les mentalités et que, voilà, les choses évoluent. En partie, mais voilà, ça ne va pas remettre en cause le système culturel que l'on peut avoir aujourd'hui en Inde. D'accord. Merci beaucoup. Une dernière question pour conclure. Alors, c'est une question générale et piégeuse. Est-ce qu'on peut dire que la condition des femmes en Inde évolue? Si oui, comment? Y a-t-il une émancipation de l'individu féminin dans la société vis-à-vis de son environnement, hein, donc de la famille, de la religion, du milieu professionnel, de la tradition aussi? Et sinon, pourquoi? Oui, beau piège. Non, une question qui synthétise un petit peu ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Donc des évolutions, oui, il y en a en termes d'accès, on l'a vu, à certains postes économiques, par exemple, à l'université. Il y a de plus en plus de femmes, oui, qui accèdent, font des études longues, etc. On a aussi des femmes d'affaires très importantes, hein, qui dirigent les grandes entreprises multinationales, etc. Un accès aussi à la vie politique qui commence à s'améliorer. Voilà, bon, ça c'est sûr, il y a des évolutions. Aussi des femmes qui osent dire les choses. Donc on a vu depuis plusieurs années des manifestations toujours plus importantes, hein, qui dénoncent toutes différentes formes de discrimination. Donc oui, il y a une forme d'émancipation. Voilà, il faut savoir que le féminisme en Inde existe depuis très longtemps, hein, mais bon, qu'on le connaît depuis forcément, hein, qui a été mis en visibilité que récemment, mais donc un féminisme aussi qui gagne en visibilité et puis aussi une certaine forme de regain. Donc voilà. Mais après, faut relativiser puisque ça continue de concerner qu'une minorité de la population et qu'une minorité des femmes, puisqu'il y a une inertie des masses démographiques, il y a une inertie du système culturel, il y a une importance et un respect aussi de ces normes sociales et culturelles par les femmes elles-mêmes. Voilà. Et puis aussi, il se trouve que ça dépend aussi des décideurs politiques qui restent majoritairement des hommes, voilà, et que voilà, donc de fait les choses changeront, voilà, probablement, mais pour l'instant, voilà, pas sur le temps court, ça c'est une évidence. Merci beaucoup, Madame Schall. Merci Je vais à vous. conclure par quelque chose que vous avez dit dans un article qui, pour moi, je trouve, reflète un peu toute la parcimonie qu'on essaye d'avoir aujourd'hui, mais qui est vraiment difficile à atteindre, hein, pour un occidental de base, si j'ose dire. Il faut se garder de qualifier la condition féminine indienne en fonction des critères qui sont les nôtres et surtout en fonction d'un modèle que nous considérons comme un objectif à atteindre. Nous savons qu'il n'est pas réalisé ici, mais observons la situation des femmes ailleurs comme s'il l'était, si les valeurs de l'égalité, de la liberté et de la sécurité en constituent les fondements. Sont-elles appliquées en Occident ici, à toutes et en toutes circonstances? Merci beaucoup, Madame Schall. Retrouvez la semaine prochaine l'émission de Marianne Lefort sur, alors ça va vous plaire, sur la gastronomie au Moyen-Orient. Ça va être une émission très sympathique. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Au revoir, c'était la PNIX sur le 3e lieu. Ich bin ein Berliner. Entre ici, Jean Moulin. Yes, we can. Je vous ai compris. C'est un vieux pays. Vive le Québec libre. I have a